Bonjour, je suis Charles Tardy, donc DBA SQL Server chez Extia depuis 3 ans. J'interviens côté études et production sur les environnements où j'ai dû intervenir. Et on est ici aujourd'hui pour parler de l'optimisation des requêtes dans SQL Server. Donc je vous propose, même si on peut parler pendant plusieurs heures de l'optimisation des requêtes dans SQL Server, de dérouler la présentation sur ces 4 différents axes. Donc, qu'est-ce que l'optimisation en gros? Quels sont les outils pour mesurer les performances des requêtes? Quels sont les outils pouvant nous aider dans la performance des requêtes et les mauvaises pratiques à éviter, succinctement, en sachant qu'il y a des milliers de mauvaises pratiques à éviter. Donc voilà. On commence par de quoi on parle quand on parle d'optimisation de requêtes. Donc, quand on parle d'optimisation de requêtes, on sous-entend une stabilité des requêtes dans SQL Server. Donc, plus précisément, la stabilité des plans d'exécution des requêtes dans SQL Server. L'objectif, c'est que les requêtes utilisent toujours le même plan d'exécution, quel que soit l'appel qui est fait derrière, qui a une forte ou une faible volumétrie de données qui soit retournées, que ce soit un appel ponctuel ou fréquent, ou que le système soit dans une période de charge ou non. Pour un même résultat de données retourné, il est possible d'écrire la requête de plein de façons différentes, et c'est pas forcément la manière la plus naturelle d'écrire qui est la plus efficace pour SQL Server. Le fait de parler d'optimisation nous amène sur une réflexion un peu plus globale de son système et une connaissance globale de ses données. Quelle est la volumétrie qu'on manipule? Quels sont les objets pouvant nous aider dans les performances? Est-ce qu'il y a de la concurrence sur les tables qu'on utilise le plus? La sélectivité des colonnes et plein d'autres sujets. Quand est-ce qu'on parle d'optimisation des requêtes? La plupart du temps, le premier moment où on en parle, c'est après un incident où il y a une dérive de la requête, où il y a des problèmes de blocage, ce genre de choses. Mais il faudrait revenir régulièrement à l'optimisation des requêtes pour vérifier qu'elles sont stables tout au long de leur vie et y réfléchir même au moment de la création, ce qui est évident et à la fois pas tout le temps fait. Si on réfléchit à l'optimisation de la requête dès le début, on va réfléchir à l'indexation, si on va manipuler un gros volume de données ou pas, est-ce que c'est des requêtes qui vont être appelées régulièrement ou pas, et quelles sont les données pertinentes à ramener ou pas. Malheureusement, pour identifier une requête qui dérive de temps en temps, il faut mesurer régulièrement le taux des requêtes et le taux de réponse de ces requêtes et leur performance. Donc on va voir les différents outils qui peuvent nous aider pour analyser les performances des requêtes et potentiellement identifier qu'il y a une dérive. Le tout premier outil est le plan d'exécution qu'on peut afficher concrètement dans SSMS. Ça permet de voir quelles opérations le moteur SQL Server utilise. Ça permet de voir qu'est-ce que le moteur ferait concrètement. Est-ce qu'il y a des agrégations, des jointures, le parcours des index, est-ce qu'il est bien fait, le parcours des PK, quels sont les potentiels problèmes qui existent au moment où vous jouez à votre requête pour la première fois. Est-ce que justement il manque des index? Est-ce qu'il y a un nombre excessif de lectures qui est faite dans votre table par rapport aux données que vous allez retourner? Est-ce qu'il y a une volumétrie qui est vraiment indécente par rapport à ce que vous vous attendez? Est-ce qu'il y a des opérations qui prennent beaucoup plus de temps que ce qu'elles devraient, etc., etc. Donc ça, c'est le tout premier outil qui permet de mesurer les performances des requêtes, qu'on peut associer aux statistiques des I/O et de temps d'une requête. Alors ces deux outils permettent de compléter le plan d'exécution qu'on a vu juste avant, et permettent aussi d'avoir une vision succincte du nombre
de lecture qu'on a sur les différentes tables qui sont manipulées et le temps d'interaction entre ces différentes tables. Ce qu'on va regarder généralement sur la partie IO, c'est les lectures logiques. Ça va nous donner une indication sur combien de données on lit sur la table. Est-ce que c'est beaucoup plus que les données qu'on retourne? Est-ce que c'est beaucoup plus que la table qu'on utilise? Parce que des fois, ça arrive à cause des dérives de plan d'exécution. Et ça permet d'identifier déjà dans un premier temps, si jamais on a déjà des dérives avant déjà d'avoir mis en production notre requête. Et la deuxième statistique, donc la statistique autour du temps, est rarement utilisée sur la requête en une seule fois, va être utilisée plus sur une comparaison de la requête dans différents événements. Donc, quand on ramène des faibles volumétries ou des grosses volumétries, par exemple, est-ce qu'on a des temps cohérents entre les différentes tables qui sont appelées, ce genre de choses. Donc ça, c'était les trois, on va dire, outils qui, au moment du développement, peuvent permettre d'identifier assez facilement en un premier coup d'œil si on a des dérives avant que la requête soit vraiment dans un environnement de production. On a aussi des vues système que SQL Server entretient régulièrement. Alors il y a des centaines de vues de DMV qui existent, donc ces vues de système, mais il y en a quelques-unes qui nous intéressent pour ce qu'on est en train d'étudier. Donc il existe beaucoup de DMV différentes et les premières que je vous affiche. Donc la première, elle permet d'identifier les statistiques associées aux requêtes et aux procédures qui sont actuellement en cache. Il permet de savoir le nombre d'exécutions, s'il y a des plans d'exécution différents, les lectures logiques, les lectures physiques, le temps total d'exécution, en fait un peu les statistiques autour de la requête et comment elle se comporte globalement. La deuxième DMV permet d'avoir l'information des requêtes qui sont exécutées au moment où on regarde. C'est les données c'est la DMV qui est utilisée derrière par l'Activity Monitor. Donc quand on fait de l'incident en live, en général, c'est sur cette requête, sur cette DMV que ça s'appuie. Et les deux dernières sont des DMV autour des statistiques, rattachées aux différents objets existants sur vos tables, sur vos index, et tout autre objet SQL Server derrière. Il y a entre autres dans ces deux DMV des détails sur les statistiques, donc la dernière mise à jour de la statistique, le nombre de lignes échantillonnées, parce que les statistiques sont faites juste sur un échantillon de la table et pas sur toute la volumétrie des tables. Donc s'il ne prend pas un bon échantillon, potentiellement, les plans d'exécution calculés par la suite peuvent être faux assez rapidement. Il y a aussi le nombre de lignes modifiées depuis les dernières mises à jour de stats, ce genre de choses. Donc quand il y a une dérive d'une requête, l'une des premières choses qu'on peut regarder, c'est est-ce que les statistiques sont à jour et est-ce que mes requêtes ont des temps à peu près cohérents avec les temps d'exécution des fois d'avant. On a d'autres groupes de DMV qui sont autour des index. Les trois premières portent autour des index qui sont potentiellement manquants quand vous faites une requête. La première, elle va identifier en gros qu'il manque un index sur tel objet. La seconde va vous donner des informations sur l'impact positif que pourrait avoir la création de cet index. Et la troisième vous permettra d'identifier les tables, les colonnes et potentiellement les colonnes qu'on pourra inclure dans cet index et de vous faire la création de cet index au bon endroit. Même si cette table donne des informations intéressantes et pertinentes, faut faire attention à pas jouer toute l'exécution, enfin pas jouer la création des index manquants qui sont suggérés parce que SQL Server peut proposer certains index qui se recoupent
en fonction des requêtes qui sont jouées sur votre système et des manques d'index qui manquent sur ces requêtes. Donc à faire attention, il propose des choses intéressantes, mais il faut faire quand même une petite analyse avant de créer tous les index manquants suggérés. Et la dernière DMV propose en gros les informations sur les index qui sont actuellement utilisés. Donc est-ce qu'ils sont parcourus, on va dire, efficacement ou non? Est-ce qu'ils sont parcourus tout court, ce qui peut vous donner une information sur les index qui sont potentiellement pas utilisés. Alors pareil, c'est une DMV où il faut faire attention aux données qui retournent parce que c'est un point de vue à un moment donné, mais il y a des index qui sont utilisés pour des traitements mensuels, trimestriels ou annuels et qui vont pas être utilisés le reste du temps. Et si jamais on les enlève, ça peut faire de gros impacts. Donc on a ces DMV qui peuvent nous donner des informations, toujours à étudier, jamais à jouer comme ça du premier coup. Et ce que moi je peux vous conseiller, c'est de sauvegarder donc les données qui sont générées par la 4e DMV sur les index et les DMV qui sont autour des statistiques des queries et les statistiques pour pouvoir faire des analyses sur le long terme et vérifier que vos index et vos requêtes ne dérivent pas sur le long terme et que vous vous en rendez pas compte et que vous pourriez faire de l'optimisation avant d'avoir un problème, quoi. Comme dernier outil qui est intéressant pour identifier les requêtes les plus consommatrices, on a le Query Store. Le Query Store qui est un outil qui est apparu depuis la version 2016, si je dis pas de bêtises, et qui est activé automatiquement sur les dernières versions. Il permet d'identifier globalement sur une période donnée les requêtes les plus consommatrices, que ce soit en lecture, en écriture, en temps CPU, en nombre d'exécutions, en termes de parallélisme, parce qu'il y a souvent des problèmes de parallélisme quand il y a des fortes charges, en nombre de lignes retournées, en termes d'occupation de la base système TimeDB, ce genre de choses. Ça permet d'identifier si la requête est stable ou non, avec l'affichage des plans d'exécution qu'on peut voir dans la partie droite. Alors là, on est sur une requête qui est particulièrement instable parce qu'elle a beaucoup de plans d'exécution différentes, mais si vous avez une requête qui est plutôt propre, normalement vous aurez qu'une seule couleur de points avec ces temps de référence sur les horaires où elle travaille. Ce qui est intéressant aussi avec cet outil, c'est qu'il est possible pour les requêtes euh, où il y a plusieurs plans d'exécution qui ont été générés, de comparer les plans d'exécution et de pouvoir identifier potentiellement ce qui est dérivé et, et ce qu'on peut stabiliser pour que la requête sélectionne un plan d'exécution unique pour l'avenir. Donc après ces outils, pour mesurer les performances des requêtes, on va parler des outils pouvant aider à la performance. Donc on a un peu parlé des index plus hauts, sur les index manquants et sur les index et sur l'utilisation des index, mais il y a des petits compléments sur lesquels on peut s'attarder. Par défaut, les index remplissent leur fichier de données à 100%, et donc sur le long terme, avec la vie et la disparition de certaines lignes, l'index va se fragmenter, les fichiers de données des index vont augmenter, et donc l'accessibilité à la donnée recherchée va être plus longue. Il va falloir mettre en place des tâches de maintenance pour défragmenter l'index. Donc les conseils qu'on m'a souvent donnés, c'est de reconstruire l'index quand on a un taux de fragmentation à plus de 30% sur l'index et de réorganiser l'index quand il est à un taux de fragmentation à plus de 10%. Il y a une DMV existante spécifique pour voir la fragmentation des index en tête, mais elle existe et ça permet de faire des scripts un peu automatisés pour
pour réorganiser et reconstruire l'index facilement sans avoir à se prendre la tête. Le deuxième complément qu'on peut apporter, c'est le file factor, donc le facteur de remplissage justement des index. On peut modifier cette option pour en gros laisser un peu d'espace dans les pages de données des index pour qu'ils puissent affiner le stockage et les performances de ces données. En gros, on va lui laisser 20% d'espace qui vont être répartis un peu partout dans la page de données de l'index, et quand il va y avoir des ajouts de lignes, il va, au lieu de créer une nouvelle page de données, essayer de la replacer au bon endroit et minimiser au total la fragmentation des index. Et on a un type d'index qui est un peu spécifique, qui s'appelle les index filtrés, qui sont en fait des index qu'on peut générer sur un petit ensemble de données d'une table. Quand par exemple on a une colonne qui contient un petit pourcentage de données pertinentes, genre 10 ou 15% de données qui nous intéressent, et puis les autres elles sont un peu perdues dans la masse. Il est possible de créer des index avec une condition de filtre, donc un where sur les données pertinentes, et ça minimise l'espace de stockage de l'index, l'accessibilité à la donnée, et ça minimise aussi le coût de maintenance de l'index, puisqu'il y a moins de données Ça peut être intéressant quand on a des volumétries de données peu pertinentes en masse, au lieu de créer un index normal. Pour pouvoir optimiser les tables à forte volumétrie, il y a aussi le partitionnement qui existe. Donc c'est une excellente option pour la maintenance et l'accessibilité aux données. Alors on peut découper la table en plusieurs sous-tables en fait, en fonction soit d'une donnée technique de type int ou date, ou soit en fonction d'un besoin applicatif. Par exemple, si on répartit les données par région, on peut faire des tables qui sont associées à des régions, ou par sécurité de données, genre des tables qui ont des sécurités de données faibles et des sécurités de données très fortes. Donc ça permet de diminuer le parcours de la table, puisque en fait on a des sous-tables qui sont accessibles. Ça permet de diminuer les temps de maintenance quand on a des index à créer ou à maintenir, ou d'autres choses, genre des modifications un peu techniques sur des changements de type ou ce genre de choses, parce qu'on travaille que sur des sous-ensembles de tables. La seule vraie contrainte, c'est que derrière, il faut créer des scripts de maintenance pour pouvoir entretenir le partitionnement, si jamais il y a des nouvelles partitions qui viennent à créer, des partitions qui viennent à disparaître, des données à déplacer potentiellement, des compressions de certaines partitions pour un but d'archivage. Enfin, il y a plein de possibilités derrière le partitionnement des tables à grosse volumétrie. Donc, suite à ça, on a les mauvaises pratiques à éviter. L'une des mauvaises pratiques que je retrouve le plus souvent chez les clients, c'est les requêtes ad hoc. Donc, la requête ad hoc, c'est quoi? C'est une requête qui est jouée directement par l'applicatif, sans que ce soit sauvegardé en base de données. Même si la requête jouée est simple et n'a pas l'air d'être complexe pour le moteur, elle est exécutée à chaque fois avec potentiellement un nouveau plan d'exécution. Donc potentiellement, elle peut dériver facilement. Et si potentiellement elle vient à être jouée dans des périodes de forte charge, ou dans des périodes où la table est fortement sollicitée, la dérive peut aussi se faire très facilement. Donc ce qui est conseillé, c'est plutôt de favoriser la sauvegarde de la requête dans une procédure ou dans une fonction dans SQL Server, ce qui va limiter cet effet de plan unique
d'exécution et qui va faire qu'il remonte en cache un plan d'exécution globale et qui puisse se stabiliser sur le long terme. Le second point qu'on peut étudier, c'est les vues qui ont aussi une facilité à dériver facilement parce que la plupart du temps, on crée une vue avec beaucoup de jointures sur beaucoup de tables sans mettre forcément une option de filtrage et l'option de filtrage va être jouée par la suite en appelant la vue. Donc, SQL Server dans un premier temps va exécuter sans restriction, donc parcourir toutes les tables potentiellement avec toutes les données et toutes les jointures possibles, et ajoutera le filtre que par la suite. Donc, une des solutions, c'est au lieu d'utiliser une vue, on utilise une procédure stockée avec le filtre directement, ou de créer potentiellement des index, puisqu'il y a une possibilité de créer des index sur les vues dans SQL Server. Une des autres mauvaises habitudes, c'est les requêtes imbriquées. Alors, il y a des requêtes imbriquées qui se justifient, où ça dépend des tables qui sont appelées précédemment, mais il y a beaucoup de clients où je vois des requêtes imbriquées où il y a un select pour une jointure qui pourrait être écrite directement dans une voiture, ou des selects qui se retrouvent dans une condition de where, genre where champ in, select ce champ-là. Ça, pour éviter que ça dérive, on peut remonter ces requêtes-là dans une command table expression et en fait forcer le moteur à utiliser un plan d'exécution propre en passant par les CTE. En fait. Il y a une autre mauvaise habitude aussi, qui est le select étoile, que beaucoup de clients connaissent et pourtant ils le font. Le problème du select étoile, c'est qu'on ne maîtrise pas potentiellement la structure des données si on est plusieurs équipes à travailler sur les mêmes bases, et que si jamais on a 10 colonnes qui sont en int et qu'il y a une colonne de type text avec plusieurs gigas qui est insérée, ça peut ralentir fortement, voire bloquer potentiellement la table très longtemps. Donc le conseil principal, c'est de toujours sélectionner les champs quand c'est un appel vers un applicatif. Même si le select étoile est utile pour tester, faut pas que ça reste comme ça sur le long terme, avec potentiellement beaucoup de problèmes qui peuvent arriver. Il y a un truc que j'ai vu chez mon dernier client, qui était la conversion des types dans des jointures. Donc on avait des tables qui jointaient sur des colonnes et où une était en type int, et donc il y avait forcément une conversion du type text vers le type int pour que le moteur puisse fonctionner. Et même si la conversion n'est pas faite explicitement, implicitement SQL Server l'aurait fait, parce qu'il y a de la conversion implicite dans SQL Server pour beaucoup de choses, mais entre autres pour les jointures. Et quand vous convertissez un type de données qui est normalement dans une PK ou dans un index, comme l'index ou la PK est fait sur le type de la donnée de la colonne, quand vous faites une conversion de données dans les jointures, vous perdez l'APK et l'index, et donc tous les avantages que ça offre, et potentiellement vous ralentissez beaucoup vos traitements. Il y a beaucoup, sur les clients que j'ai vus, il y a beaucoup de clients qui font des order by juste parce que on veut les données retournées dans un certain ordre, mais en fait concrètement on s'en fiche de l'ordre qui est retourné, et que parfois l'applicatif retraite cet ordre de données retournées. L'order by, comme d'autres ordres SQL dans SQL Server, ont un coût assez important, et si on peut éviter
on conseille de les éviter. S'il y a besoin d'un order by spécifique qui revient régulièrement, potentiellement mettre un index avec le même ordre de tri pour avoir un retour optimal. Parce que si l'index est dans un autre ordre de tri, c'est comme s'il n'y avait pas d'index sur le sur le traitement, quoi. Il y a le parallélisme qui est une problématique qui arrive plutôt sur les longues requêtes, mais qui peut arriver quand le serveur est fortement chargé. Donc dans le premier cas, ça peut se justifier une parallélisation de la requête qui est fait implicitement par SQL Server, mais quand c'est dans le cas d'une charge serveur en général, ça va pas faire gagner du temps et même voire ça va ralentir le traitement qui essaie juste de s'améliorer et potentiellement bloquer l'accès à la table parce que le traitement n'est pas fini. Donc le problème c'est que par défaut SQL Server il limite pas le parallélisme. Alors c'est possible, il y a une option au niveau de l'instance qui permet de limiter le nombre de threads générés pour la parallélisation, qui peut déjà limiter un peu cette problématique. Mais vous pouvez aussi préciser sur les grosses requêtes avec une option le nombre de threads maximum, que la requête peut utiliser. Donc si vous savez qu'elle paralyse beaucoup et que ça gagne pas beaucoup, vous pouvez limiter un seul thread pour que la requête en gros ne ralentisse pas tout le reste, quoi. Il y a aussi les wildcards inutiles qui sont en gros, on fait de la recherche textuelle avec les wildcards, donc le %. Le problème c'est que utiliser le %, est pas très déterministe et donc SQL Server est pas très performant là-dessus. Il va être obligé d'analyser chaque caractère pour voir si ça correspond à la chaîne que vous recherchez. Donc si vous savez que votre chaîne elle commence ou elle finisse par le mot que vous recherchez, vous mettez juste un seul pourcent au début ou à la fin en fonction de ce que vous recherchez. Et ça, comme c'est une requête déterministe, il va être beaucoup plus efficace là-dessus. Si jamais vous avez besoin de faire régulièrement de la recherche dans du texte, dans des colonnes de type texte ou varchar, ce genre de choses, il y a des index spécialisés pour ça et il faut se pencher là-dessus. Alors il y a un cycle de vie et de maintenance un peu différent des index classiques, mais c'est beaucoup plus performant en termes de recherche textuelle que le wildcard %, que vous pouvez mettre dans une requête classique en fait. Il y a des fois où ça arrive, où on est obligé de faire beaucoup de jointures avec beaucoup de filtres différents dans le where. Et la plupart du temps, SQL Server va prendre le plan d'exécution optimal, mais il y a des fois, comme il y a trop de paramètres, il ne réussit pas à identifier le plan optimal et il va dériver. La manière simple d'orienter SQL Server vers le plan optimal, c'est de remonter la table la plus limitante, avec le paramètre le plus limitant dans une CTE, et voilà, et dans la remontée dans un CTE, et ça va obliger SQL Server à passer par un certain plan d'exécution. Donc c'est un petit trick qui peut aider quand il y a des dérives faciles sur les requêtes avec beaucoup de jointures ou beaucoup de filtres dans les jointures. Le distinct, c'est un peu comme le order by, c'est le même principe. C'est un coût non négligeable sur les performances SQL Server, surtout quand on a une volumétrie de données importante qui est jouée. On va dire que le palliatif simple, c'est d'utiliser plus de filtres dans vos requêtes quand c'est possible, et pour générer des résultats uniques, mais je sais que c'est pas toujours facile de se passer du distinct. Donc il faut toujours regarder si on peut améliorer ces choses simples ou pas.
il y a une pratique qui consiste à compter le nombre de lignes d'une table pour voir si elle existe. Il y a une fonction qui fait ça très bien qui s'appelle exist et qui va pas aller requêter toutes les lignes de la table pour vérifier que juste une table existe. C'est possible aussi d'aller attaquer des DMV qui ont le nombre de lignes. Si le but c'est de savoir le nombre de lignes, ce sera beaucoup moins gourmand qu'un compte sur des milliards de lignes sur des tas de très volumétriques. Et il y a des DMV pour savoir si une table est existante ou pas, sans avoir à passer par le compte étoile, quoi. Une des mauvaises, on peut pas appeler ça une mauvaise pratique parce que c'est euh, parfois lié un peu aux contraintes de loi ou de statistiques qu'on a dans les entreprises, mais c'est de conserver des données qu'on n'utilise pas ou qu'on utilise peu, avec des données qui sont régulièrement appelées. Ce qui fait que l'espace de stockage est énorme pour une table, le temps de calcul de retour des données est énorme, et parfois, juste en archivant ou en supprimant les données en fonction des besoins, on peut revenir sur des temps très normaux, très raisonnables pour ce genre de table. Donc il y a un cycle de vie de données à réfléchir sur les tables qui deviennent volumineuses, qui devrait être réfléchi au moment de la création de ces tables, mais qui n'est pas toujours fait et qu'on hérite de temps en temps. Donc parfois il faut se reposer la question de pourquoi les tables sont aussi volumineuses. Et si elles sont volumineuses parce qu'elles doivent être volumineuses, faut sûrement s'orienter sur du partitionnement ou sur des systèmes qui plus facilement les grosses volumétries. Et dans le développement de requêtes, on a trois structures qui peuvent nous aider à manipuler, on va dire, des tables qu'on génère un peu à la volée. Il y a les CTE, les tables temporaires et les variables tables. Donc chacun a ses inconvénients et ses avantages. La CTE, ça va rester local à une requête. Ça va monter dans le cache avec des plans d'exécution associés à cette requête. On revient un peu sur ce qu'on disait plus haut. Parfois, ça va favoriser une CTE plutôt que des requêtes imbriquées. Par contre, on va dire l'inconvénient, c'est qu'on ne peut pas utiliser d'index pour ce genre de structure. On a la deuxième structure qui est l'étape temporaire. Donc, celles-ci vont être stockées dans la base système TemDB. Ça peut être intéressant parce que c'est des objets qui peuvent être persistants. Donc, on peut soit pendant un traitement, soit sur plusieurs traitements, manipuler et supprimer au besoin. On peut créer des index associés, donc quand on a une grosse volumétrie de données à manipuler dans des tables qu'on manipule un peu à la volée, ça peut être utile. Le gros inconvénient, c'est que si on manipule beaucoup de données, potentiellement on peut bloquer la base système TempDB et donc bloquer toutes les autres bases parce que toutes les autres bases se servent de la TempDB quand il y a des calculs d'agrégat, de tri, ce genre de choses. Donc ça utiliser avec parcimonie ou sinon il faut bien dimensionner la base TempDB. Et on a les variables tables qui sont des tables qui sont en fait des variables, c'est pas des tables, c'est des variables qui sont locales à une transaction. Elles sont très efficaces pour les petits jeux de données, mais comme elles n'ont pas la possibilité de créer des index ni de plans d'exécution, dès qu'on dépasse une certaine volumétrie, elles perdent très vite en performance. Donc voilà, c'est un peu tous les sujets sur lesquels j'ai fait le tour. Après, on pourrait passer des heures sur quasiment chaque slide pour de l'optimisation, mais ça se fait un peu au cas par cas en fonction des requêtes. Donc si vous avez des questions,
Et puis voilà.